Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la situation sécuritaire en Centrafrique se détériore. Quelles solutions apporter pour une sortie de crise rapide? Pour en parler, sur ce plateau, André Nzapayeke, Premier ministre centrafricain. Et la Centrafrique, tout comme le Nigeria, ont fait partie des pourparlers du 23e sommet de l'Union africaine. Zone en conflit, leur situation préoccupe l'ensemble du continent. La Commission de l'océan Indien, dont l'Union des Comores fait partie, tente de minimiser les effets néfastes du réchauffement climatique, un fléau qui, sur du long terme, pourrait bien avoir des conséquences catastrophiques sur la sous-région et sur l'ensemble de la planète. La sécurité au cœur des débats du sommet de l'Union africaine qui vient de se clôturer à Malabo, en Guinée équatoriale. Et parmi les zones de conflit évoquées, la Centrafrique, en proie à des violences depuis la destitution du président François Bozizé. Les efforts consentis n'ont toujours pas réussi à mettre un terme à la crise. Ibra Khadindiaye. Le désarmement des milices et un dialogue politique inclusif entre Centrafricains sont les clés d'un retour définitif de la paix dans le pays. En conférence de presse ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le général Babacar Gaye, représentant de la MISCA en Centrafrique, a fait le point sur la situation dans le pays. Une situation mitigée malgré la volonté des autorités politiques et de la force onusienne. La situation sécuritaire continue d'être tendue dans la capitale et à l'intérieur du pays. L'attaque récente sur l'église Notre-Dame Fatima de Bangui le 28 mai, où 11 personnes dont le prêtre ont été tuées, illustre non seulement la dangereuse spirale des attaques et les représailles qui secouent le pays, mais aussi la radicalisation des deux parties et le risque d'une situation plus grave. Il ne fait aucun doute, pour atteindre une sécurité durable, le désarmement et un dialogue politique inclusif sont des étapes essentielles. Le récent séminaire animé par le Centre de dialogue humanitaire, à la demande du chef de l'État de la transition, ainsi que l'initiative de dialogue d'une ONG locale, sont des développements encourageants. Ils indiquent que de nombreux Centrafricains sont prêts au dialogue pour apporter la paix. Pour le général Gaye, il est urgent qu'une chaîne pénale efficace soit constituée pour servir de multiplicateur de force à la MISCA, car, dit-il, sans justice, l'action de la MISCA apparaîtra toujours incomplète. Autre préoccupation des autorités, le rôle négatif de certains médias dans le traitement du conflit dans le pays. Je voudrais ici dire aussi également que la crise qui est en République centrafricaine aujourd'hui n'est pas une crise confessionnelle, comme cela a été largement diffusé. Ça a été au départ une crise communautaire et l'aspect confessionnel a été le fruit des manipulations politiques et il faut le soulever aussi également ici, le fruit du rôle négatif qu'ont joué certains médias, aussi bien nationaux qu'internationaux. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine doit prendre progressivement le relais de la MISCA à partir du 15 septembre. Elle doit compter à terme 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent. La MINUSCA aura plusieurs missions et devra servir notamment à la mise en œuvre de la transition, y compris en œuvrant en faveur de l'extension de l'autorité de l'État et du maintien de l'intégrité territoriale de la Centrafrique. Des étapes décisives pour un retour définitif de la paix dans le pays. Avec nous sur ce plateau, André Nzapayeke, Premier ministre centrafricain. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avant d'évoquer les solutions nécessaires pour mettre fin à la crise en Centrafrique, une question, comment vont les Centrafricains en Centrafrique? On parle de situation humanitaire préoccupante, pouvez-vous confirmer? Écoutez, d'abord, je voudrais, à la veille de ce début de Ramadan, déjà souhaiter un très bon Ramadan à tous les musulmans de Centrafrique. Et j'espère que cette fête se passera bien dans l'intérêt de l'ensemble de la République centrafricaine et de la paix. Bien sûr, nous sommes encore dans une situation très volatile et nous sommes en train de faire de notre mieux avec les uns et les autres. Je crois que les discussions sont ouvertes. Depuis le 8 juin, la question du désarmement, de la paix, je crois que le débat est ouvert aujourd'hui. Et tous les Centrafricains sont d'accord pour qu'on aille vite vers la consolidation de la paix. La Centrafrique, d'ailleurs, a été au cœur des pourparlers lors de ce 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Et les participants ont tous fait le même constat, malgré les efforts dont vous parliez, les efforts consentis, la présence d'une force militaire française, africaine. Les violences continuent. Pourquoi? Écoutez, les violences continuent d'abord
il fallait être naïf pour s'attendre à ce que cela se cesse comme un robinet qu'on ferme. Je crois que la blessure a été extrêmement profonde en République centrafricaine. Les causes du mal centrafricain sont également profondes et on peut retourner loin dans l'histoire de notre pays. Et il faudrait aujourd'hui que nous fassions tous notre mea culpa. Mais en même temps, je veux dire que la communauté centrafricaine doit... je la remercie pour toute la mobilisation, mais il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts pour que les moyens mis à la disposition de la République centrafricaine, du gouvernement de la transition, soient utilisés avec... Quels sont ces moyens ? Je parle par exemple des moyens militaires qui sont mis à notre disposition. Il faut qu'il y ait une meilleure collaboration avec les autorités nationales, une meilleure coordination de nos actions et que nous allons tous, par exemple dans le domaine du désarmement, il faut qu'on fasse un peu plus que ce qui se fait jusqu'à maintenant. Il n'est pas acceptable que devant les forces qui sont mises à nos dispositions, des gens continuent à se balader avec des armes sans qu'on les désarme. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de cela. Et en plus, sur le plan humanitaire, il y a eu beaucoup d'annonces, mais nous ne sommes aujourd'hui qu'à peine une trentaine dans la mobilisation des ressources. Eh bien, avec une telle faiblesse dans la mobilisation des ressources, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, vraiment, c'est ensemble que nous devons vraiment nous soutenir pour qu'on puisse avancer. Justement, vous parlez d'un ensemble, donc d'un dialogue inclusif. C'est ce pourquoi plaident les participants du sommet de l'Union africaine à Malabo. Où en est ce dialogue ? Bon, le dialogue inclusif est absolument ce qu'il faut. L'objectif, nous n'arriverons à une paix durable qu'à travers le dialogue politique. Et la solution à notre problème est d'abord politique. Mais je voudrais également dire que on parle de dialogue inclusif aujourd'hui comme si ça n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Dans le gouvernement de transition qui existe aujourd'hui, il y a des représentants, et pas des moindres, de la Séléka qui sont dedans. Nous avons 3 ministres puissants Séléka. Nous avons un représentant du groupe Anti-Balaka. Et nous avons dans le cabinet de Madame de la Présidence, dans mon cabinet à la primature, également des représentants importants de ces différents groupes. Donc c'est ici que commence le dialogue inclusif ? Ben, écoutez, c'est un début. C'est un début parce que nous sommes là d'abord, nous ne sommes pas un gouvernement qui a pour objectif de diviser les Centrafricains, mais de les unir. Et il faut d'abord commencer par voir leurs représentants, justement, au sein des différentes instances, pour qu'on puisse mieux discuter et entendre aussi les desiderata de ces différents groupes. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous venons donc de l'évoquer, ce 23e sommet de l'Union africaine, outre l'agriculture, a donc été l'occasion pour les participants d'aborder la situation sécuritaire dans plusieurs zones du conflit, parmi elles la Centrafrique, mais aussi l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est en effet exposé à une menace grandissante, le groupe terroriste Boko Haram, une menace continentale pour de nombreux chefs d'État présents à ce sommet. Karine Loubanzadio. Avec l'agriculture, l'insécurité a été l'autre axe majeur du sommet de l'Union africaine de Malabo. Achevé ce vendredi 27 juin, par le biais de ces deux problématiques, les chefs d'État ont renouvelé pendant ces concertations leur engagement de passer de la rhétorique à l'action. Aussi, la multiplication des attaques djihadistes, notamment au Cameroun, a relancé le projet de création d'une force africaine mobilisable rapidement. Le pays est bien placé pour évaluer l'ampleur du danger. Menacé à l'ouest par les incursions de Boko Haram et à l'est par les répercussions des événements de RCA, il se trouve aujourd'hui en première ligne. Une capacité africaine de réponse immédiate aux crises, cette force africaine mobilisable rapidement et basée sur le volontariat avait été annoncée l'année dernière par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, en réaction à la crise malienne. Sa mise en place aujourd'hui est de plus en plus évidente, comme le précise le président du Cameroun, Paul Biya. Nous sommes bien entendu déterminés à nous défendre. Mais je voudrais souligner à l'intention des pays frères
que la distance n'est pas une garantie d'invulnérabilité face à un tel adversaire. C'est pourquoi je pense que ce qui se passe encore au Mali, au nord du Nigeria et au Kenya nous concerne tous. Il n'est que temps de faire barrage à l'avancée de ces nouveaux envahisseurs. Un impératif sécuritaire poussé par l'actualité. Une dizaine d'États africains, à l'instar du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad, se préparent aujourd'hui à relancer ce projet en attendant la mise en place de la force africaine programmée d'ici à la fin 2015. Et dans le reste de l'actualité, ce jeudi, la loi portant statut des rois et chefs traditionnels a été adoptée par le Parlement ivoirien. Un texte qui reconnaît un cadre légal aux rois et chefs traditionnels qui jouent un rôle important dans la société ivoirienne. À noter que ce projet prévoit notamment 2 organes que sont l'Assemblée générale des rois et chefs traditionnels, mais aussi une chambre nationale qui leur est désormais consacrée. Le réchauffement climatique inquiète de plus en plus la communauté internationale. Beaucoup s'interrogent sur le réel danger que ce phénomène a sur la planète. C'est le cas de l'Union des Comores, membre de la Commission de l'océan Indien. Ce rassemblement qui vise un développement efficace de la sous-région est conscient que le réchauffement climatique est un frein à toute ambition. Thierry Noiran. L'Union des Comores, membre de la Commission de l'océan Indien depuis sa création en 1982, dont elle a assuré la présidence en 2013, fait face à un nouveau défi politique, l'organisation du sommet de l'océan Indien. Un rassemblement de tous les pays de la sous-région qui aura pour but d'échanger sur les problèmes et objectifs communs à ces États afin de mettre en place une stratégie commune de développement économique. Cette année, nous sommes appelés à organiser le sommet de l'océan Indien. Parce que c'est la première fois, les Comores sont membres depuis les années 80 et donc on n'a jamais organisé ce sommet. Donc on veut réunir tous les chefs d'État aux Comores pour parler des problèmes des îles de l'océan Indien et notamment le problème concernant le climat. Le climat est en effet un des défis majeurs des îles de la région. Si le réchauffement climatique est un phénomène qui touche l'ensemble des pays de la planète, cette partie du monde en subit déjà les conséquences. Nous connaissons des problèmes de cyclones au niveau de l'océan Indien. Nous aurons à discuter d'autres choses au niveau de ce sommet par rapport à la situation actuelle de la région, par rapport à la situation sécuritaire, mais aussi voir comment on peut créer une institution qui pourra nous permettre d'agir en temps de période de crise climatique. Le réchauffement climatique représente une véritable urgence qui a un impact sur l'économie, la santé et le tourisme, véritable moteur de l'économie comorienne. La création d'une telle organisation est donc primordiale pour la stabilité du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.